Bonjour à toutes et tous, je suis Guillaume et vous êtes sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil. Comme vous l'avez vu sur le sujet de la vidéo, on va parler du Canon EOS R3, enfin moi plus en particulier, je vais parler du Canon EOS R3 et je vais un peu le comparer au Z9 et à l'A1. J'essaierai d'être le plus fair-play possible parce que on ne peut pas s'empêcher d'avoir des avis. Et donc je vais vous parler du mien sur le Canon EOS R3. Enfin, je vais plus essayer de spéculer sur les infos qui sont manquantes sur le R3 et sur le Z9, plutôt que juste dire voilà, il sera bien ou il sera pas bien. Donc si ça vous intéresse, vous allez rester sur cette vidéo, j'espère. Donc moi personnellement, j'ai le Canon EOS R6 et j'utilise aussi des Sony. Donc voilà, il y a des choses que j'apprécie pas forcément chez Canon et que j'apprécie pas forcément chez Sony. Donc si vous voulez juste avoir le contexte, moi la seule chose que j'apprécie pas trop chez Canon, c'est vraiment qu'ils ont une segmentation qui se voit et qui montre aux gens qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir profiter de fonctions intéressantes, ce qui n'est pas forcément le cas chez Sony. Par exemple, de la tropicalisation on trouve à tous les prix ou en moyenne gamme plutôt que juste en haut de gamme. Et il y a plein de petites choses dans le genre, à savoir que le R6 est très bon. Moi, il me suffit, même si je pourrais avoir un R5 si je voulais, je préfère avoir le R6, et c'est dommage qu'il y ait des fonctions du R5 qui ne soient pas dans le R6, juste parce qu'ils veulent vendre des R5 au lieu de R6, voilà, c'est tout. Après, Sony, il y a d'autres problèmes, mais je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai peut-être des biais, mais comme je possède le R6, qui me filme là d'ailleurs, si vous voulez juste savoir, c'est du 1080p remis en 4K, parce que là on va passer sur l'ordi, donc j'ai un split, un mélangeur de signal, donc un ATEM mini. Donc je suis obligé de passer par du 1080p. Et donc là, c'est le flux direct du R6 avec le 14 mm 2.8 de chez Samyang, puisqu'il n'y a pas vraiment de focale grand angle fixe chez Canon. On est en profil 8 bits parce que je ne vais pas m'amuser à retoucher à chaque fois que je passe ici. Et donc voilà, on va commencer la vidéo. Donc comme vous le voyez, je suis sur la page du Canon EOS R3. Et donc voilà. Si vous voulez voir la vidéo, je vous engage à la voir vous-même, mais je ne vais pas forcément aller regarder ça, puisqu'il rappelle, c'est juste un rappel de ce qu'aura le Canon EOS R3. Donc c'est un boîtier qui sera un peu plus petit qu'un DX Mark III, et tel que Canon le market, c'est pas un DX, c'est un petit peu en dessous, donc entre un R5 et un DX Mark III, mais il y a des choses qui sont intéressantes, à savoir qu'on ne connaît pas encore la définition du capteur, donc je reviendrai là-dessus après. Ce qu'on sait cependant, c'est qu'il y a des choses assez intéressantes qu'on ne pensait pas trouver chez Canon. C'est intéressant et peut-être que des gens s'attendaient par exemple à avoir un global shutter, mais ce qu'on va avoir déjà, c'est une amélioration dans les basses lumières, puisque ça va être le premier capteur BSI, à savoir que ce qui est assez intéressant, c'est que le capteur du EOS R6 est quand même déjà très bien pour ce qu'il fait. Donc s'ils font un capteur, ce qu'on appelle backside illuminated, c'est un peu bizarre, puisqu'en fait c'est juste que l'électronique est placée derrière, donc en fait on a un rendement lumineux le plus élevé possible, contrairement à avant où on avait un petit peu un effet, on va dire, de tunnel, donc on perdait de lumière. Donc c'est plutôt bien d'avoir ça. Je ne sais pas s'ils disent juste après, ultra réactif, non, ils ne disent pas, mais c'est un capteur, ce qu'on va appeler stacked, donc capteur empilé, ça ne veut rien dire. C'est juste que comme le Sony A9, A9 II et maintenant A1, on va avoir une technologie qui permettra au capteur d'être lu beaucoup plus vite, donc potentiellement moins de rolling shutter, et donc la possibilité du coup d'avoir 30 images par seconde, supposément en électronique, mais on ne sait pas encore, on ne sait pas si c'est en électronique ou en mécanique, Canon ne l'a pas précisé. Si c'est en mécanique, c'est vraiment génial, mais je ne pense pas que ce soit vraiment possible aujourd'hui, sachant que le 1DX est censé être une gamme au-dessus et qu'il a 14 images par seconde, ou 15, je ne sais plus, 14 images, puisque le maximum c'est 15 chez Fujifilm avec c'est de l'APS-C, mais avec le X-T4. Donc je les vois mal passer directement à 30 fps en mécanique et dire que c'est un appareil photo de gamme moins élevée que le 1DX Mark III. Donc c'est possible que ce soit comme avec le A1, c'est
ce sera sûrement électronique, donc il faudra voir ça, mais je suppose que ça va être ça, et donc on aura au moins la vitesse du R6 et du R5 en mécanique, ce qui peut être déjà très intéressant de ce côté-là. On aura, il me semble, un 2 digit X, enfin ils disent pas, il y aura la technologie du digit X, je ne sais pas où je l'ai vu, enfin bref, voilà. Donc voilà, on ne sait pas si ce sera meilleur que, normalement c'est supposé être meilleur que sur le R5 et le R6, puisque bien évidemment ils ont amélioré leur algorithme d'ici là, mais on aura un autofocus, alors c'était là, voilà, puisqu'il y aura une autre fonction sur l'autofocus, voilà. Précision, mouvement, voilà, du CMOS dual pixel. Donc en fait, c'est la même technologie au final que le R5 et le R6. Ce sera sûrement un peu mieux, bien évidemment. Si on a 2 processeurs, ce sera encore mieux. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que c'est pas encore le quad pixel sur lequel ils sont en train de travailler. Peut-être que ça arrivera sur le R1, je pense pas. Ce sera sûrement 1 ou 2 générations plus tard. À savoir que la technologie du dual pixel est très bien, sauf que on a une sensibilité qui est meilleure dans un sens sur certaines sur certaines phases, donc lignes, dans un sens, ce qui ne serait pas le cas dans l'autre, ce que fait mieux un réflexe, donc le quad pixel pourrait remédier à ça, mais cet appareil photo là n'aura pas le quad pixel. On a, voilà. On a une technologie du passé qui revient, qui est potentiellement intéressante, mais pas pour tout le monde. Alors comment expliquer ça? C'est Live Focus, donc à savoir que sur le EOS 3, voilà c'est ça, puisqu'il n'y avait pas de 3D, ça n'a jamais existé, voilà c'est ça. Donc il y avait 1D, 5D, mais avant il y avait l'EOS 1, l'EOS 3, l'EOS 5, et les Elan après, je sais plus c'est quoi aujourd'hui. Et le 3 et le Elan, je sais plus combien, avait une technologie qui permettait de sélectionner un collimateur autofocus, parce que à savoir que le 3 avait 45 collimateurs autofocus, ce qui était assez énorme à l'époque. Et pour les choisir, vous pouvez choisir avec votre œil. Le désavantage de cette technologie, c'est que ça ne reconnaissait pas tous les yeux. Je pense que là, maintenant, c'est abouti, ce sera assez intéressant. Le seul problème, c'est qu'il faut faire confiance à votre œil pour juste viser la chose que vous voulez. Donc ce sera vraiment pour la photographie super rapide et vraiment pour les pros qui veulent, par exemple sur un stade, avoir la photo d'un truc très précis. Je suis pas sûr que ça marchera très très bien si vous voulez faire la mise au point et après cadrer correctement, ce qui est aussi un des intérêts du mirrorless. Donc ça peut être intéressant, comme ça peut n'être pas intéressant, mais c'est une option en plus, donc les options plus sont toujours quelque chose d'intéressant. Donc c'est marrant qu'ils aient mis ça, et c'est un rappel de l'EOS 3, puisque c'est le R3, donc c'est assez marrant qu'ils aient fait ça avec le Canon EOS R3. Donc est-ce qu'on a autre chose? Donc voilà, il est conçu pour les professionnels, donc en taille, il prend un peu l'architecture des R, en rajoutant le grip en dessous. Donc il sera légèrement plus gros qu'un R5 avec un grip, mais il sera plus petit du coup qu'un 1DX, même en largeur, parce que comme il n'a pas de prisme, il pourrait être juste plus tassé, mais il est quand même un petit peu plus petit. On n'a aucune photo pour l'instant de l'arrière, donc on ne peut pas dire s'il aura un écran orientable. Je pense pas. Je pense pas que le Z9 non plus. Je ne sais pas s'ils auront, enfin au moins ce qu'on appelle un tilt screen. Hein. Et pour rappel, hein, pour ceux qui disent pourquoi on utilise toujours ça aujourd'hui, le tilt screen est postérieur aux écrans qui se retournent vers l'avant. Hein. Ça a été inventé pour faire de la photo après les écrans qui ont été inventés par Panasonic ou les choses dans le genre, ou même Canon, je ne sais plus qui a inventé ça. Donc voilà, c'est une technologie qui vient après, donc arrêtez de dire aujourd'hui il faut plus utiliser ça, alors que c'est une technologie plus récente. Donc on a bien évidemment la connectivité avancée, donc voilà, avec plein de petits logiciels comme notre Canon Remote qui peut nous permettre de télécharger des photos sur notre téléphone, mais il y aura bien évidemment, je suppose, une application pour pouvoir décharger directement sur son ordi, ou il y aura même, je pense, une LAN directement dessus pour pouvoir faire comme le A1 et pouvoir décharger ces photos. L'avantage que peut avoir le R3 par rapport à A1, c'est comme il est plus gros, il se peut qu'il soit physiquement mieux construit, mieux construit, comment dire ça, qu'il ait des capacités qui sont là, pas par défaut. Par exemple, le A1, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que s'il n'a pas d'écran orientable, c'est pas juste une question d'apporter des choses au photographe, c'est qu'il ne peut pas, sur ce châssis-là, le modifier assez pour avoir la rotule et à la fois la LAN
le HDMI 2.1 en full size. Donc voilà, c'était un compromis sur le A1, on le sait, même s'il a un écran à peu près bon. Voilà, on pourra y revenir plus tard. Mais voilà, on ne sait rien sur l'écran, sur le viseur. C'est supposément meilleur que le R5, mais est-ce qu'il aura un équivalent d'un viseur de Sony? À savoir que je ne sais pas si Canon va se mettre à fabriquer ses viseurs, enfin ses dalles de viseurs, puisqu'il fabrique bien évidemment les optiques derrière. C'est ce qui fait que souvent les viseurs sont différents. C'est l'optimisation du processing de visée, qui est souvent d'ailleurs assez bon sur Canon et chez Nikon. Mais Sony essaye plus de gagner de l'énergie, donc il faudra voir ce que ça donne avec ce EOS R3. Mais la grosse inconnue qui est assez étrange pour moi, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va faire en vidéo et le capteur qu'il aura. Et moi, ça me dit que ce sera un capteur 4K. Il n'y aura pas de 8K, peut-être de la 6K dessus. Mais pour moi, c'est un capteur peut-être ressemblant à celui du 1DX. Et c'est peut-être pour ça que le R6 n'est pas marketé comme ayant le même capteur que le 1DX Mark III, puisque je pense qu'ils veulent, avec le R3, avoir quelque chose de ultra rapide, qui pourra même passer pratiquement au-dessus du A1, puisqu'il aura beaucoup moins de millions de pixels. Donc s'il reste à 20, peut-être que ça va faire chier des gens. Mais il y aura peut-être éventuellement plus tard le R1, donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Pour moi, ils veulent essayer de un peu passer devant Nikon avec l'offre qui va essayer de se comparer au A1 et que, à mon avis, ça ne marchera pas correctement, alors que le R3 semble assez bien placé pour pouvoir être une machine de rapidité, avoir des très bonnes capacités vidéo, contrairement au R6 en 4K. À savoir que le R6 fait ça très bien, sauf que c'est pas pratique. Hein. C'est ça le problème du R6, c'est que faire de la vidéo avec, c'est pas forcément pratique. Là, je suis en manuel, c'est bien parce que je suis en intérieur, donc je peux setup à peu près tout. Là, j'ai pas vraiment de cramé normalement, puisque le moniteur est un peu plus lumineux que l'écran arrière du R6. Voilà. Mais pour moi, le R3 sera certainement très très bien placé. Et donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que le capteur empilé sera du niveau du A1, même si bien évidemment il pourrait être meilleur vu la définition. Donc pour moi, ce serait peut-être 20, 30 millions. Pour moi, on n'arrivera pas à la définition du R5 avec l'EOS R3. Après, je peux me tromper, hein, et peut-être qu'ils veulent juste pas faire l'erreur de marketer ça en mode 8K. Mais pour moi, s'il faisait du 8K, il indiquerait clairement, à savoir que j'espère juste qu'ils vont pas faire le truc de Sony avant le 1, de se dire ah, c'est un appareil photo professionnel, on va pas lui donner des capacités vidéo, sinon il y aura des gens qui l'achèteraient à la place du R5, du R6 ou même du R5 qui est censé avoir un ventilateur. C'est là où ça peut être un petit peu compliqué cette histoire. Il faudra voir à quel prix il est vendu. Soit il le market pour aller au niveau du A1, quitte à faire que le R1 soit encore au-dessus, vraiment très très cher, ce qui m'étonnerait pas, hein, s'il est vraiment ouf comme ils disent. Moi j'y crois pas trop, hein, aux rumeurs du R1. Mais s'il est aussi bon que ça, il pourrait être vendu beaucoup plus cher, et à ce moment-là, le R3 ferait tout très bien, mais pas avec une définition aussi élevée que le A1. Maintenant, comparé au Z9, je pense que, désolé de dire ça, hein, il fera tout bien mieux qu'un Z9. Parce que le Z9 aura une grosse définition, je ne sais pas comment ils vont faire, parce que ils ont au moins une ou deux générations de retard, on va dire une génération de retard Nikon avec leur processeur, alors que le Digitix, s'ils en mettent deux dans le R3 et qu'ils mettent une nouvelle version dans le R1, ils sont confortables, hein, ils marchent vraiment très très bien dans ces appareils photo. On ne sait pas évidemment la limite d'un processeur avant de l'avoir utilisé, mais par exemple sur le premier Nikon Z6, c'est le XPeed 7 était vraiment déjà un peu à la ramasse, et les deux sets ne servent pas forcément à faire mieux, ils servent juste à emmagasiner un peu plus je sais pas, parce que ça n'apporte pas vraiment grand chose. Après, je peux évidemment encore me tromper sur le Z9, donc on va aller voir ce qu'annonce le Z9, hein, au lieu d'en parler comme ça. Donc voilà, il le développe, donc les grosses... attends, il faudrait que je revienne en arrière ici, donc on va regarder ça. Z9,
voilà, un petit tas. Voilà, et basiquement, ils en disent pas beaucoup plus que Canon hein, sur l'appareil photo, à savoir qu'il y aurait un nouveau capteur stacked, donc comme le R3 au final, un nouveau processeur d'image, donc à savoir est-ce qu'ils vont rattraper leur retard ou juste être à la ramasse mais un peu moins qu'avant, et de la vidéo en 8K. Voilà. Donc ça veut dire que automatiquement le capteur du Z9, voilà, je m'y retrouve, va être assez défini hein, parce que il faudra bien évidemment ça pour pouvoir faire de la 8K, à savoir qu'il faut un truc comme 39 millions de pixels, mais que pour avoir une vraiment très très bonne qualité de 8K, on parle de 44 millions de pixels. Donc ce serait possible que, si ils font un peu les radins, ou s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils demandent à Sony de redesigner leur capteur actuel du Z7 et qu'ils le transforment en version capable de faire du 8K et qui sera stacked, hein, à savoir qu'un capteur à la base c'est une matrice, hein, et donc vous pouvez faire ce que vous voulez à peu près avec, vous pouvez faire, parce que les 24 millions de pixels, la base reste toujours la même et c'est suivant la façon de faire l'autofocus, de fabriquer les collimateurs autofocus, que la définition va légèrement changer. Voilà, tout simplement. Et donc, juste pour finir avec le A1, voilà, donc il est bien évidemment sorti. Ce qui est très intéressant avec le 1, bien évidemment, c'est que c'est un appareil photo qui est pratiquement aussi bon en vidéo que le A7S III, avec un peu moins de montée en ISO, mais c'est très très bon dans la majorité des utilisations. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il a à la fois une vidéo plus nette, parce que même si c'est du pixel binding, ils ont trouvé le moyen de faire en sorte que ce soit 4 fois la définition requise pour faire du 4K, du 8K, enfin du 4K correct, et le 8K, ils n'ont pas besoin de faire ça. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant ce A1 de ce côté-là. En termes de... la différence avec Canon, c'est bien évidemment qu'en termes de qualité, et donc ce sera certainement le cas même avec le R3, même s'il ne fera pas du 8K, donc il faudra comparer à la 4K, la qualité sera légèrement supérieure, mais est-ce que c'est visible tant que ça? Il faudra voir, parce que comparé à un R5, le A1, sur le papier, a une qualité de 4K qui est moins bonne que le R5, parce qu'il peut faire, je crois, jusqu'à 1300 mégabits par seconde en 8K, ce que fait pas du tout le A1. Le A1, il a une compression qui fait que du 8K, on peut le faire sur de la V60. Et donc ça lui permet néanmoins d'avoir une meilleure, un meilleur compromis en termes de surchauffe. Donc à voir si le R3 pourra être capable de, de surclasser des appareils photo comme le, pas forcément des appareils photo professionnels, hein, tel qu'on l'entend comme le A1, mais même le A7S III, ce qui serait intéressant pour certaines personnes faisant de la vidéo et voulant pas forcément utiliser du Sony. Donc voilà. J'ai un peu fait le tour de ce R3. Pour moi, ce sera quand même un très bon appareil photo, hein, même si, bien évidemment, il faut critiquer ce qu'on voit sur l'appareil photo. On n'a pas vraiment encore d'idée de ce que va donner cet appareil photo. En tout cas, il a l'air plutôt sympa, plutôt joli, avec, comme vous le voyez devant, les boutons style 1DX qui sont personnalisables. Donc vous avez 2 boutons en horizontal et 2 boutons en vertical. Il y a sûrement la prise spécifique à Canon pour les télécommandes qui est en dessous du bouton pour les objectifs. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on voit. Il y a un nouveau grip, donc un peu plus moderne. J'espère qu'il sera aussi confortable que celui, il devrait être aussi confortable que celui du R5 et du R6, parce que pour moi c'est vraiment, la texture est vraiment très très bonne sur ces appareils photo. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Ça pourrait être un très bon appareil photo. Pour moi, ce sera quand même pas un appareil photo 8K, donc qui aura peut-être l'avantage en basse lumière, qui aura certainement un meilleur buffer que le A1 du coup, qui fera de la très bonne, j'espère qu'il fera de la très bonne vidéo 4K, parce que le seul petit problème qu'on pourrait avoir avec ça,
c'est de se demander si Canon ne va pas privilégier la vidéo sur son pseudo R5 à ventilateur. Donc il faudra qu'on voit ça. Ça se trouve, le R3, il sera sans limite vis-à-vis de ce qu'il fait. Donc même s'il n'aura pas un capteur 8K, je pense que comment ce sera comme un espèce d'A7S3 Pro fait par Canon, et il pètera des fesses. Donc voilà. Et on aura bien évidemment toute l'ergonomie Canon et tout ce qu'on peut aimer chez eux. Et donc voilà sur mon retour sur le Canon EOS R3. Donc avant de finir cette vidéo, je vais vous parler des nouvelles sorties de Canon. Je préfère mieux faire ça dans cette vidéo parce que c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Enfin, si on parlera de quelques choses intéressantes, surtout sur le 100 mm macro, puisque Canon a lancé le 100 mm macro, le 400 mm de 8 RF, enfin version 3 RF on va dire ça, et le 600 mm qui a eu le même traitement, on va dire ça comme ça. Et donc en regardant chez mon revendeur préféré, parce que j'ai pas trouvé les infos sur le site canon.fr, hein, voilà, mettez-vous à jour. Et bien, ce qui est assez intéressant, c'est que à chaque fois, Canon essaye de donner une nouvelle fonction ou de transformer l'optique pour qu'elle ait un nouvel intérêt par rapport à la version EF et donc le 100 mm macro. Je ne sais pas si c'est la même formule optique, apparemment il est quand même meilleur que la version EF. Même si ça veut dire si ça peut vouloir dire quelque chose, parce qu'il était vraiment très bien, comment ce EF 100 mm macro. Donc on a cette bague de SA Control, et en fait ce à quoi ça va servir, c'est que dès que vous prenez votre photo en macro, vous pouvez vous dire l'arrière-plan est assez distrayant. Par exemple, vous faites de la photo de produit, par exemple, ou de détails de produits, et vous avez par exemple votre rideau derrière qui commence à se voir, et vous vous dites ah je veux pas changer de position. Ce que vous pouvez faire avec la bague de SA, c'est totalement rendre tout l'arrière-plan vraiment flou pour qu'on voit aucun détail. C'est ce que fait le SA Control basiquement. Je ne sais pas sur quoi c'est basé comme principe physique, et je ne sais pas si ça perturbe un peu la formule optique ou si ça abaisse le T-stop de l'optique. À savoir que souvent des choses contrôlant le bokeh comme ça enlève de la lumière, enfin de l'ouverture. Donc il faut savoir à l'utilisation, mais on a cette fonction qui est assez intéressante. Hop, du coup on va aller juste voir les objectifs. Enfin, si je vais là-dessus, c'est parce que, voilà, on arrive là. Donc je suis allé comparer ça aux versions 3 de ces focales. Donc le petit problème que commencent à avoir les gens avec ça, c'est que c'est techniquement une version EF un peu changée, parce qu'il n'y a plus l'affichage des distances, ce qui est un peu dommage, malgré le fait que pour moi la bague est toujours manuelle, est toujours connectée au moteur USM. Mais voilà, ils ont décidé d'enlever ça donc pour le faire plus ressembler à un Canon, à savoir que un Canon, bah oui, un RF pardon. Savoir que ici on aurait là l'endroit où il y a la distance de mise au point, donc on aurait une petite fenêtre. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et donc ça match plus ou moins les RF. Mais ce qui est un peu extraordinaire, c'est qu'au lieu de, changer le design et juste de faire leur chose habituelle, où ils font la monture un peu plus petite et ils font une espèce de lèvre par-dessus, un peu de design pour que ça passe. Là, ils ont carrément fait, voilà, c'est un adaptateur collé dessus. C'est un petit peu dommage, hein. Par contre, ce que tout le monde dit, c'est que ce sera la même chose. Alors déjà, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il n'y a aucune différence de prix. Si vous regardez la version 3 du 400 mm RF de 8, elle est à 12 990 €. Donc on a 9 € de différence, c'est pas le prix d'un adaptateur, qui reste encore à ce jour très difficile à trouver. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ça comme ça directement. Et donc, on n'a pas de désavantage à acheter ça par rapport à la version EF. Et il est possible que le processeur soit optimisé pour les RF spécifiquement, puisque d'habitude tous les RF ont un processeur interne, donc il est un peu plus intelligent que leur version EF. Mais ces objectifs-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont quand même un firmware, donc quand même un processeur interne, donc à voir si le processeur a quand même été amélioré ou si c'est juste la même chose mais optimisé pour RF. Il est quand même censé être un peu meilleur sur les appareils photo à monture RF, à voir, mais en tout cas c'est pas plus cher, et si vous achetez une bague, ça vous coûtera plus cher
que l'objectif. Bon, après on peut ne pas être à 100 € près, mais Canon n'a pas augmenté ses prix, et voilà, enfin on peut voir ça comme ça. Ils ont trouvé que les objectifs étaient assez bons et étaient sortis assez récemment pour potentiellement supporter, je ne sais pas, peut-être le capteur du R1 ou ce qui va arriver, ou du R5 version haute définition s'il existe. Et donc voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous êtes resté jusqu'ici, bah, je vous engage à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et donc moi je vous retrouverai bien évidemment sur d'autres vidéos. Alors si vous êtes là et que vous êtes Sony et que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de tuto comme sur le R6, sur le A7 III, c'est que j'attends bien évidemment le A7 IV. Et donc je vais vous dire salut.